Le midi libre examen d'aujourd'hui se déroulera comme ci. Il y aura deux interventions, une de 25 minutes, une autre de 25 minutes, et elles seront suivies aussi d'un débat. Donc la conférence d'aujourd'hui se portera sur la décroissance. Pourquoi la décroissance? Eh bien tout simplement parce que la question de la croissance est au centre de tous les débats aujourd'hui. Vous regardez les émissions de débat, les discours des hommes politiques, vous verrez que le mot de croissance revient sans arrêt. La croissance économique, la croissance du bien-être, etc. Et la chose est qu'aujourd'hui, un mouvement tente à justement critiquer cette centralité de la croissance. Qui s'appelle objecteur de croissance ou décroissant, il tente à dire que justement, comme nous vivons dans un monde fini, eh bien, la croissance infinie est irréalisable. Et donc c'est pour cela que j'ai invité deux personnalités assez connues de la sphère militante et intellectuelle belge, Jean Cornille et Bernard Legros, que je vais vite présenter là maintenant. Donc Jean Cornille est essayiste, ancien parlementaire et auteur entre autres de 20 vagabondages vers un socialisme écologique et recevoir, célébrer et transmettre, qui fait partie notamment du mouvement Le PAC. Et Bernard Legros est un essayiste, un professeur à l'école secondaire, militant associatif et co-auteur entre autres de l'école et la peste publicitaire, ainsi que de l'enseignement face à l'urgence écologique. Et ils sont donc les co-auteurs d'un livre qui s'appelle La pertinence de l'escargot, qui est justement une forme d'autobiographie à la fois militante, personnelle et intellectuelle, où ils parlent à la fois de leur engagement et de leur référence intellectuelle. Si vous êtes intéressé, je vous invite évidemment à l'acheter à la fin de la conférence, c'est 10 €. Et donc nous allons pas tarder à commencer. Je passe la parole à M. Legros, qui a commencé. Merci Yann. Alors, quand on a décidé d'écrire ce livre, La pertinence de l'escargot, on s'est dit que plutôt que de faire un ouvrage théorique supplémentaire sur la décroissance, il y en a déjà pas mal, on allait faire à partir d'une expérience de vie dont notre parcours à chacun, qui nous a amené à nous sentir objecteurs de croissance actuellement. C'est assez à la mode d'ailleurs de parler de soi-même, mais on a évité de tomber dans le nombrilisme. Et montrer toujours que c'est en découvrant le monde, en tout cas pour ma part, que je me suis découvert moi-même. Et donc j'ai une tendance à me méfier de tous ces courants de développement personnel où on prétend qu'il faut se centrer sur soi-même, rentrer dans sa coquille, s'introspecter pour savoir qui on est et pour comprendre le monde. Et bien moi je pense que c'est tout à fait l'inverse. Donc c'est en me projetant vers l'extérieur que je me suis découvert moi-même, indirectement, c'est par la connaissance du monde. Et donc on pourrait y revenir pendant le débat, mais toute cette question du développement personnel, de l'individualisme, du nombrilisme, pour moi est une fausse route qu'on fait actuellement et qui est produite par l'idéologie néolibérale. Alors bon, comment est-ce qu'on devient objecteur de croissance? Eh bien, on peut l'être à son corps défendant inconsciemment depuis longtemps, et puis découvrir une théorie qui met des mots sur ce qu'on ressent confusément. Et c'est évidemment mon cas, puisque la décroissance, pratiquement personne n'a jamais entendu parler de ce mot avant 2002-2003, quand les casseurs de pub lyonnais ont repopularisé le terme en sortant, publiant un magazine du même nom, La décroissance, et en s'inspirant des travaux de Nicolas Georgescu-Roegen, l'économiste roumain qui a théorisé la bioéconomie et aussi la décroissance. Mais bon, si je refais un petit peu le chemin en arrière, j'ai toujours eu un attrait pour l'écologie, pour la nature, et je pense que ça vient de là. On peut aborder la décroissance sous d'autres aspects, par exemple sous l'aspect de la justice sociale, mais dans mon cas, c'était plutôt l'écologie. Et alors, je me rappelle que début des années 70, quand j'étais enfant, il y avait un magazine, un hebdomadaire dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais il y avait une page toutes les semaines qui s'intitulait « Les animaux en voie de disparition » et qui montrait quels étaient tous ces animaux qui étaient menacés à terme par les activités humaines. Donc ça c'était déjà bien clair, je lisais cette page, que c'était pas par hasard que ces races animales allaient disparaître, mais à cause de l'activité humaine, notamment la déforestation et la pollution. Et je pense que c'est ça, à l'âge de 7, 8, 9 ans, qui m'a ouvert les yeux sur déjà la catastrophe en cours. Et j'étais évidemment extrêmement indigné et même révolté de penser que ces animaux-là peut-être disparaîtraient avant la fin de ma propre existence.
puisque j'adorais les animaux, j'ai pensé à un moment donné devenir vétérinaire, et puis j'ai abandonné l'idée, mais j'ai continué à aimer le règne animal, et je pense toujours qu'il poétise notre existence, et qu'un monde sans animal sera un monde invivable, une espèce d'enfer, en tout cas un monde dépoétisé. Donc il y a eu ce magazine qui m'a déjà ouvert les yeux. Alors bon, ça ne vient pas de nulle part non plus, ce qu'on est, ça vient beaucoup de l'éducation, et le premier modèle, ce sont les parents. Alors moi j'avais un père qui était, on va dire, une espèce d'anarchiste, qui était un simplicitaire, qui adoptait le principe de la simplicité volontaire sans le savoir, et il m'a montré son exemple, et ça m'a évidemment marqué. Il adorait par exemple aller à la randonnée, et lui et ma mère nous ont, ma soeur et moi, directement, très tôt, habitués à marcher, parfois plusieurs kilomètres alors qu'on avait 5, 6, 7 ans. Et c'était pas pour nous quelque chose d'étonnant de marcher 10 km à cet âge-là. On ne se plaignait pas, on trouvait ça même absolument génial. Et les longues balades qu'on a fait dans les Alpes, par exemple, nous ont habitués à découvrir la nature au pas de la marche et à l'observer en direct. Donc pour nous, jouer à l'extérieur, c'était quelque chose de tout à fait naturel. On n'aurait pas imaginé rester des après-midi entières vissés devant la télévision alors qu'elle existait déjà. Bon, je l'ai fait quelques fois, hein, mais disons, c'était pas ça l'essentiel de mes activités. Alors, un peu plus tard dans mon existence, j'ai découvert le jazz, et ça c'était le premier grand flash existentiel de ma vie. J'avais 16 ans, et un copain d'école plus âgé m'a passé un disque de Miles Davis, et j'ai adoré tout de suite, j'ai flashé, et j'ai commencé à découvrir toutes les œuvres du jazz en m'abonnant à la médiathèque, et c'était pratique puisque pour une somme dérisoire, on pouvait louer autant de CD qu'on voulait. Et pendant plusieurs années, je me suis saoulé de la discographie du jazz. J'ai découvert toute son histoire et j'ai commencé assidûment aussi à fréquenter les concerts. À l'époque, il y en avait encore pas mal dans la région de Liège. Et c'est ainsi que j'ai découvert, effrayé aussi avec des musiciens de jazz liégeois et puis belges. Et l'idée m'est venue assez rapidement, assez naturellement, puisque j'aimais bien écrire, l'écriture, d'intervenir dans ce champ-là comme critique de jazz, comme journaliste musical. Et j'ai eu l'occasion en 1989 d'intégrer l'équipe rédactionnelle du premier magazine de jazz qui s'appelait Jazz in Time et qui a duré quelques années. Et c'était absolument passionnant de faire ça pour moi. Et dans la foulée, j'ai été aussi invité à devenir organisateur de concerts, enfin à donner un coup de main à l'équipe de Jazz Festival Liège qui organisait les mercredis du jazz de Lyon sans voile, qui était le club le plus réputé de Wallonie à l'époque. Et j'ai fait parallèlement les deux, ce qui d'ailleurs déontologiquement a été un peu amusant, parce qu'on me disait comment peux-tu être à la fois organisateur de concerts et critique de jazz. C'est à la fois être juge et parti. Bon, c'est vrai quelque part, mais il n'y avait pas assez de force pour pouvoir dissocier les deux. On avait besoin de gens engagés comme moi, et qui mouillaient leurs chemises. Et donc effectivement, j'ai été organisateur de concerts. On en a fait, mes copains et moi, on en a organisé 450 entre 1985 et 1999, principalement au club de jazz, mais aussi on a fait des grands concerts au Conservatoire de Liège. On a invité Michel Petrucciani, Sonny Rollins, Chick Corea, Pat Metheny et Miles Davis même, qui a donné un concert un an avant sa mort. Ça, c'est sûrement le plus gros concert auquel on est participé. Alors, à cette époque-là, j'avais toujours, évidemment, en arrière-fond, l'écologie, la protection de l'environnement. Je m'étais affilié à Greenpeace, le mouvement. Mais j'ai mis entre parenthèses, emporté dans cette dynamique-là, j'ai mis entre parenthèses forcément mes préoccupations écologiques. Et on peut dire que pendant une quinzaine d'années, j'ai complètement plombé mon empreinte écologique, puisque en tant que journaliste musical, on est amené à bouger beaucoup, aller à gauche, à droite dans des concerts. Et à l'époque, j'étais prêt à faire 100 km, 200 km jusqu'à Aix-la-Chapelle, jusqu'à Cologne, parfois jusqu'à Eindhoven, aux Pays-Bas, ou dans le nord de la France, pour aller voir un concert, et revenir la nuit en voiture. Puis,
je me suis spécialisé, un peu par hasard aussi, dans les pays nordiques. Et donc j'ai été invité pendant plusieurs années à couvrir des festivals de jazz en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. Et alors je prenais l'avion plusieurs fois par année, donc pour des petits vols européens, ce qui sont les plus polluants d'ailleurs, hein. Ils sont plus polluants que les vols transatlantiques par exemple. Et alors voilà, quand j'ai calculé mon empreinte écologique quelques années après, et j'en étais à cette époque-là à 7 planètes que je consommais à moi seul. Et bon, j'en avais presque honte rétrospectivement, mais voilà, on est emporté dans un mouvement. C'était évidemment très agréable pour moi d'être invité et d'être logé dans des hôtels 3 à 4 étoiles, d'aller dans des grands restaurants, de dîner avec mes pairs, des collègues, des confrères journalistes du monde entier, parfois m'attabler avec des grands musiciens. Donc c'était quelque chose de grisant, d'enivrant, et j'en ai bien profité, c'était absolument génial. Et en même temps, j'en suis sorti il y a 12 ans de ce milieu-là pour diverses raisons. J'en garde une certaine nostalgie, mais je ne pourrais plus y retourner, par exemple, je ne pourrais plus vivre comme je l'ai vécu. C'est un mode de vie insoutenable sur le plan écologique, évidemment, mais très agréable, pour une bonne cause aussi. Hein. C'était pas pour faire du business, du gros business, c'était pour pouvoir véhiculer dans le monde un ethos, une éthique de vie que je trouve toujours intéressante. L'improvisation, le jazz, c'est quelque chose de, on pourrait dire, d'anticapitaliste dans la pratique, dans la théorie, mais dans la pratique évidemment, qui est totalement inféodée au système de la croissance. Hein, les musiciens sont les premières personnes à être, par exemple, amoureux des nouvelles technologies. Donc la première fois que j'ai vu un téléphone portable, c'est dans les mains d'un musicien finlandais. Et j'ai vu ça, c'était en 1996, et il m'a expliqué tout ce qu'on pouvait déjà faire avec un téléphone portable à cette époque-là. Et donc forcément, ce sont des technophiles, des musiciens, en tant qu'instrumentistes déjà, ils adorent les nouvelles technologies. Ils sont évidemment, quand ils sont tournés, pieds et poings liés à un système, à une méga machine de macrosystème technique, il faut que l'avion soit à l'heure, il faut que l'organisateur ait préparé la balance, avec la sonorisation, il faut le restaurant, il faut le catering, comme on dit, il faut le logement d'hôtel. Bref, c'est tout un système qui doit être extrêmement bien rodé. Donc, quand la société industrielle va commencer à battre de l'aile, ce qui pour moi va arriver dans les prochaines années, ou pire, dans les prochaines décennies, eh bien, ce système-là, les artistes vont en baver les premiers. Les artistes de scène, je dis bien. C'est quand on est plasticien, on peut encore penser avoir une carrière locale et faire des expositions dans un rayon raisonnable autour de chez soi. Mais quand on est musicien de jazz, ou musicien classique, ou musicien de rock, et que vous êtes invité à faire un séminaire ou donner un concert à Buenos Aires, et bien évidemment, vous n'allez pas cracher dessus, vous allez y aller, forcément. Vous n'allez pas vous penser que vous émettez 500 kilos de gaz à effet de serre. Vous allez le faire. Et forcément, ils vont le faire. Ils sont demandeurs de ça. C'est déjà tellement difficile de vivre pour un musicien de jazz que n'importe quelle occasion, il la prend pour faire son métier. Mais, évidemment, quand le renchérissement d'énergie va faire tomber en faillite les compagnies aériennes, eh bien, forcément, ces gens-là vont morfler les premiers. Donc, c'est un système qui l'approche au business est condamné comme le reste des activités humaines mondialisées est condamné. Alors, depuis que j'ai découvert la décroissance en 2002, eh bien, ça a été une seconde conversion, comme la première a été la conversion au jazz. Eh bien, ce second flash existentiel a réorganisé ma vie. Donc j'ai quitté le milieu du show business, je voyage beaucoup moins depuis cette époque-là, et quand je voyage, c'est en train et en Europe. Donc je ne quitte plus l'Europe, je peux quitter l'Europe depuis le dernier voyage remonte à 1900, je ne sais plus dire quand j'ai quitté l'Europe la dernière fois, 1993 je pense, quand j'étais allé couvrir le Festival international de jazz de Montréal.
Alors j'ai adopté les principes de la simplicité volontaire parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Quand on veut évidemment changer le monde, il faut d'abord pour moi se changer soi-même dans ses modes de vie. Et la simplicité volontaire consiste à se désaliéner d'une série de consommation, d'objets de consommation qui sont considérés comme allant absolument de soi, comme étant normal quand on est un jeune occidental gâté. C'est-à-dire, par exemple, regarder la télévision. Et ça, il y a 20 ans juste que je me suis désaliéné de la télévision à l'occasion d'un déménagement. Et donc, depuis 20 ans, je peux dire que ça, je suis délivré de ça et je ne le regrette absolument pas. Je ne peux plus regarder la télévision d'une manière régulière. Quand je vais chez ma mère, je suis très très vite irrité par le son de la télé, le son agressif de la télévision, le fait que c'est un objet qui émet de la lumière de lui-même et qui attire le regard. Donc, contrairement à un écran de cinéma où la lumière vient de l'arrière, donc la télévision émet de la lumière, c'est la source même de l'image qui émet de la lumière, et c'est pour ça que ça attire le regard. Mais même moi, hein, même si je me dis rationnellement je ne dois pas regarder cette télévision, s'il y a quelque chose qui clignote là-bas et qui est lumineux, eh bien à un moment donné, mon regard va être attiré, et puis je vais m'en arracher aussitôt, mais le regard est censé s'attirer. Donc plus de télévision depuis 20 ans. J'ai mis 12 ans supplémentaires pour me débarrasser d'un autre objet symbole de la société de consommation qui est l'automobile. Quand j'habitais à la campagne, j'étais quasi obligé d'en avoir une. Quand j'ai déménagé à Bruxelles en 2001, j'ai regardé l'automobile 4 ans et puis je me suis dit c'est pas possible de rester dans les embouteillages, c'est une folie totale. Et donc je m'en suis débarrassé quand j'ai remis ma plaque à l'administration et j'ai été rayé de l'immatriculation. Ça a été un soulagement incroyable. J'ai fêté ça, mais je crois que j'ai dû boire une bouteille de bière pour fêter ça. Et je prends les transports en commun depuis. Et j'ai encore mis 3 ans supplémentaires pour me débarrasser du troisième objet symbole de la société de consommation, à savoir quoi? Le téléphone portable, évidemment, voilà. Donc j'en ai eu un entre 2001 et 2008, et là aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte de la contre-productivité de cet objet. Je n'en avais pas fondamentalement besoin. Ça finissait par m'agacer plus qu'autre chose d'être joignable n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Et là aussi, je m'en suis débarrassé. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment symbolique, c'est quand j'ai pris le train avec un ami, et j'avais ce téléphone et je l'avais allumé et il a sonné sur le trajet Ottigny-Bruxelles, ce qui n'est pas très long, hein. Il a sonné 3 fois. Donc 3 personnes m'ont appelé et la personne qui était en face de moi, qui est d'ailleurs un ancien étudiant à l'ULB, qui s'appelle Nicolas Ostrassen, qui est philosophe, et bien il a poussé un terrible soupir la 3e fois, il a dit écoute, c'est pas possible d'être tout le temps dérangé comme ça. Je me suis excusé et j'ai compris qu'il avait entièrement raison, que c'était exaspérant, que je donne la priorité à une personne qui est loin par rapport à une personne qui est physiquement en face de moi. Et j'ai dit c'est plus possible ce système-là et j'ai mis fin à mon contrat avec l'opérateur un peu plus tard. Donc reste dans mon appartement un téléphone fixe, une cuisinière, un frigo et un ordinateur. Ça c'est vrai que pour mon boulot d'écrivain et d'enseignant, j'ai besoin d'un ordinateur. Mais je signale tout de suite que j'ai acheté mon premier ordinateur neuf en 1992. Depuis ça, je n'ai plus acheté que de la seconde main, d'une part. Et d'autre part, je me donne moi-même des limites au niveau informatique, puisque je n'ai pas de profil Facebook et je refuse d'en avoir un. Je n'ai pas de Twitter non plus. J'utilise, on va dire, modérément Internet. Et c'est vrai que j'avoue que communiquer par courriel, par les emails, c'est quand même très pratique. Et ça, j'avoue que j'aime bien le faire. Et je trouve ça, au contraire, pas du tout intrusif, puisque si vous envoyez un courriel, la personne le reçoit quand elle se connecte. Alors qu'un coup de fil, un coup de téléphone, ça c'est intrusif. Même un téléphone fixe. Il faut toujours penser à ça. Moi, quand j'appelle quelqu'un sur un téléphone fixe, la première chose que je dis bonjour, c'est est-ce que je ne te dérange pas? Voilà. Si la personne passe à table, par exemple, n'est pas. Donc, voilà ce qui me reste. J'achète des vêtements d'occasion au petit rien, ou parfois neufs, et je les fais durer le plus longtemps possible. Ça, c'est la simplicité volontaire.
je crois que j'ai parlé, mais oui, alors aussi pour terminer, avant de laisser la parole à Jean, la simplicité volontaire ne suffit pas, il faut aussi participer à des alternatives des expériences sociales. Et j'ai été cofondateur d'un groupe d'achat solidaire à Jette, un GAS, c'est-à-dire un groupe de citoyens contacte un maraîcher local pour lui acheter à l'avance sa production. Et nous boycottons les centrales d'achat et les supermarchés. Donc ça, ce sont des initiatives par lesquelles les citoyens reprennent de la maîtrise sur leur mode de vie. Il n'y a pas que les groupes d'achat solidaires, il y a les jardins collectifs en ville, l'agriculture urbaine, il y a un service d'échange locaux, les SEL, il y a aussi des projets de monnaie fondante, des monnaies locales, pour court-circuiter la toute-puissance de l'euro. Il y a aussi les donneries, les Reapers Café, donc je suppose que vous avez entendu parler de tout cela. Et alors le troisième pied de la décroissance, après la simplicité volontaire et les alternatives, c'est d'essayer d'investir le champ politique, que ce soit par le biais des élections ou non d'ailleurs. Et alors nous, on a cofondé, et j'en ai aussi, le mouvement politique des objectifs de croissance en 2009, qui essaie de répandre les idées de la décroissance sur le terrain politique, mais sans nécessairement aller aux élections. Et ce mouvement existe depuis 4 ans. Il sert plutôt de lobby, on va dire, intellectuel pour le moment, et a décidé jusqu'à nouvel ordre de ne pas se présenter aux élections. Alors il y a des listes électorales qui portent les idées de la décroissance sans nécessairement dire leur nom. Il y a eu Vélorussion pendant quelques années à Bruxelles, et puis il y a le rassemblement R actuellement, comme résister, rassemblement relocalisé, etc. Les 8 heures de Serge Latouche, qui va se présenter aux élections l'année prochaine. Et puis il y aura aussi une liste éco-socialiste qui n'est pas purement décroissante, mais qui véhicule en tout cas les valeurs de l'antiproductivisme, qui est un autre nom de la décroissance pour moi. Donc pour moi c'est lié, on peut encore faire des distinguos. Antiproductivisme, décroissance et même mouvement de la transition, qui a des accointances avec la décroissance, même s'il y a un côté dépolitisé avec lequel je ne suis pas d'accord. Alors le mouvement de la transition est né en 2005 à Totnes en Angleterre, et c'est un mouvement qui veut organiser la résilience des villes à la raréfaction prochaine du pétrole. Puisque partant du principe que toute notre économie est fondée, enfin une bonne partie sur le pétrole, et qu'à partir du moment où quand il va devenir cher et rare, eh bien il faudra tenir le choc. Ça va être un choc terrible dans les économies et donc dans les modes de vie de chacun. Et alors, ils ont décidé de prendre à bras-le-corps ce problème et d'anticiper, ça c'est le mot le plus important, anticiper ce jour-là, en développant l'agriculture urbaine notamment, en plantant des arbres fruitiers, en développant les circuits courts d'agriculture, des ceintures maraîchères autour des villes, etc. Donc ça va dans... Pour moi, la décroissance sera une transition aussi vers un autre monde. Et donc on essaye de faire des ponts avec la décroissance et de leur faire accepter le côté politique de la chose. Donc, eux sont beaucoup plus œcuméniques, on va dire. Ils voudraient que le chômeur et le gérant de banque marchent main dans la main pour pourquoi pas. Mais moi je pense qu'il y a une différence de classe et il y a toujours une certaine lutte des classes et on ne peut pas nier que les intérêts du chômeur et du gérant de banque, au-delà de la transition, ben, ce sont des intérêts différents et il faut en tenir compte. Alors il y a encore le mouvement slow food, par exemple, c'est le contraire de fast food, évidemment. Donc reprendre le temps, redonner du temps au temps, ralentir le rythme de la société, que ce soit dans la préparation de la nourriture, dans le fait de la manger ensemble, de l'art de la table. Et puis il y a aussi le slow travel, réapprendre à voyager d'une manière lente. Slow cities, donc des villes lentes aussi. Puis vous avez même des mouvements comme slow sex. Voilà. Décider de redonner du temps à la sexualité, de ne plus tirer son coup en 10 minutes, comme plein de gens le font, mais prendre le temps parfois de rester des heures et des heures, voire des jours, à faire l'amour. Bon, je laisse la parole à Jean. Nous allons maintenant donner la parole à Jean Cornille.
Merci Galad. Si ça ne vous dérange pas et si vous m'entendez, je préfère parler sans micro, parce que j'ai plus facile, si vous m'entendez bien. Alors moi je voudrais compléter ce qu'a dit Bernard, d'abord en remerciant le service d'examen et Galad d'avoir eu la gentillesse de nous inviter, de m'inviter à présenter notre livre qui est sorti il y a à peu près 1 an. Et je voudrais en quelques minutes vous faire comprendre, à la fois par mon parcours biographique et à la fois par l'évolution très modeste de ma pensée, pourquoi aujourd'hui je pense qu'on est à un tournant absolument fondamental dans l'humanité. Et je dirais quelques exemples de personnes qui le pensent et pourquoi les sociétés et les institutions ne le prennent pas en compte. Pour paraphraser Edgar Morin, l'homme a un projet infini dans un monde qui est aujourd'hui fini. Cette question-là, qui est, me semble-t-il, la question politique, philosophique, intellectuelle la plus centrale d'aujourd'hui, est une question qui est totalement, je dirais, minorée, qui est inaudible aujourd'hui, à la fois dans les enceintes universitaires, puisqu'on est à l'ULB, et à la fois encore plus sur la scène du spectacle politique, que ce soit en Belgique, en Europe et dans le monde. Quand vous voyez, pour prendre l'actualité la plus immédiate, l'échec du sommet de Varsovie, avec les ONG qui ont quitté le sommet il y a quelques jours, alors que quelques semaines auparavant, vous aviez le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui disait la situation mondiale est absolument préoccupante, il faut mettre en œuvre d'autres politiques. Quand vous avez d'un côté la communauté scientifique qui pousse un cri d'alarme absolument essentiel, non pas pour l'évolution pacifique du monde dans les quelques années qui viennent, mais pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir des générations qui vont venir. Et quand vous avez de l'autre côté la très très faible prise en compte par le monde politique de cette problématique, on peut s'interroger sur, je dirais, l'aveuglement, la cécité ou l'immémoire de l'homme et de l'homme politique en particulier, mais aussi de tous les citoyens par rapport aux enjeux absolument essentiels, me semble-t-il, que le monde traverse aujourd'hui. Voilà, côté biographie, moi j'ai commencé des études d'histoire de l'art en 1977 ici, que j'ai pas... et je faisais la musicologie dans les bâtiments là, derrière la bibliothèque qui a depuis été construite, la bibliothèque des sciences humaines. Puis au bout de quelques mois, ça ne me convenait pas, j'ai été travailler comme ouvrier agricole à la ferme, dans une grande exploitation agricole en Wallonie. Puis je suis revenu, j'ai repris les études ici à l'ULB, il y a une trentaine d'années en droit, et puis le parcours existentiel m'a amené à la fois à être objecteur de conscience à l'époque, puisque le service militaire était encore obligatoire et que je refusais de le faire, à travailler dans le monde associatif, puis à être conseiller d'un certain nombre de ministres, dont certains sont encore en place aujourd'hui, puis d'être le directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui est donc une institution publique chargée de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination et de défendre les droits des étrangers. Je me suis beaucoup impliqué à l'époque dans la régularisation des sans-papiers, dans la défense des demandeurs d'asile, comme quoi l'histoire se fait en permanence d'ailleurs, avec les Afghans, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution fondamentale. Puis le hasard de mon engagement politique a fait que j'ai pu passer 10 ans au Parlement fédéral, 6 ans comme sénateur et 4 ans comme député fédéral. Et en 2010, aux dernières élections législatives, j'ai décidé, après 10 ans, de faire autre chose, de ne plus rester comme parlementaire et d'entamer, je dirais, un travail qui était plus un travail de réflexion militant, à la fois au travers d'un certain nombre d'articles et de livres, dont celui-ci coécrit avec Bernard, mais aussi au travers, par exemple, de rencontres avec des philosophes que je réalise pour le Centre d'action laïque et qui passent à la RTBF et sur YouTube. Et donc ça me permet, par exemple, d'avoir un dialogue extrêmement intéressant avec des gens comme Edgar Morin, avec Stéphane Hessel avant son décès, avec Jean-Claude Michéa, avec Michel Onfray, avec des gens avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas des gens qui réfléchissent à l'actualité, je dirais, du moment. Ceci pour ma biographie qui est un peu, puisque c'est le titre de Philosophie Magazine qui est sorti ce matin, peut-on vivre plusieurs vies en une? Moi, ma réponse est de tenter de dire oui et de l'illustrer, je dirais, par ma vie et par mon engagement. Alors, pourquoi suis-je arrivé progressivement sur les chemins de la réflexion politique, intellectuelle et philosophique
de la décroissance, c'est parce qu'au début, au fond, conditionné que j'étais à la fois par ma famille, par mes études et par mon engagement, j'étais dans le monde, je dirais social-démocrate, socialiste, pendant très longtemps, où la question environnementale, la question des limites de la biosphère, la question de l'inépuisabilité des ressources naturelles était une question qui était non posée. Dans le milieu socialiste belge, européen et international, comme elle l'était d'ailleurs pas plus posée, pour prendre les grands schémas de la politique traditionnelle, dans le milieu libéral. C'était pas, quel que soit le respect que j'ai pour évidemment ces grandes philosophies politiques qui ont traversé l'histoire et qui irriguent encore aujourd'hui notre présent politique. Et donc ces questions n'étaient pas posées. La nature était un élément neutre, comme d'ailleurs dans toute la science politique, comme d'ailleurs depuis la Bible en passant par Descartes, en passant par les forces productives de Marx ou en passant par l'œuvre d'Adam Smith ou de Tocqueville, la nature est au service de l'homme. La nature est au service de l'homme. Et il a fallu progressivement, je dirais, un certain nombre à la fois d'analyses scientifiques. Je pense au rapport du Club de Rome en 1972, halte à la croissance. Je pense à la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle française de 1974, où il était le seul avec son pull rouge à boire un verre de lait, puis il y avait Mitterrand et Giscard, etc. Et donc, je pense à un certain nombre d'intellectuels, comme André Gorz, grand intellectuel du XXe siècle, qui est mort en 2007, à Nicolas Georgescu-Roegen, l'économiste roumain que Bernard citait tout à l'heure, qui sont des gens qui, par leur œuvre intellectuelle, que ce soit au travers de l'économie, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, ou le monde scientifique, ont commencé à poser des questions essentielles. Quel est le rapport que l'homme doit entretenir avec la nature? Et évidemment, ça s'est traduit sur le plan politique par la montée légitime et progressive des mouvements écologistes, des Verts, avec toutes les formes qu'ils ont pu prendre différentes, que ce soit en Bolivie, au Brésil, les Groen en Allemagne, Europe Écologie des Verts en France, qui sont partants du gouvernement de François Hollande, ou le mouvement écolo en Belgique. Et donc, simplement, moi qui avais une vision traditionnelle socialiste, qui était, au fond, si je veux la résumer très simplement, qui était sur base d'un impôt progressif et sur base du développement de la sécurité sociale, mieux répartir entre les humains les choses, pour prendre la définition de la politique de Régis Debray, donc de mieux répartir les choses du niveau communal jusqu'au niveau international. Eh bien, la question du rapport à l'environnement, au début de mon engagement politique, ne se posait quasi pas. Et c'est par une série de rencontres, et surtout une série de lectures, que petit à petit, j'ai pris conscience, me semble-t-il, de ce que beaucoup appellent aujourd'hui un tournant historique majeur de l'humanité. Il y a une grande étude qui est parue en août 2012 d'une cinquantaine de chercheurs dans les sciences exactes, des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Français, des Argentins, il y a des climatologues, il y a des chimistes, il y a des astrophysiciens, il y a des géologues, et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là dans leur étude scientifique? Qu'aujourd'hui le monde est en train de basculer, que la révolution, révolution dans le sens de transformation, de métamorphose profonde du monde, elle est de la même ampleur que la révolution néolithique qui, je vous le rappelle, a eu lieu entre moins 10 000 et moins 8 000 avant Jésus-Christ, au moment où il y a eu la création en Inde, en Chine et en Mésopotamie et dans le croissant fertile, la création de l'élevage, de l'agriculture, les premières villes, Jéricho, au bord de la mer Morte, etc. Et ces chercheurs-là, qui ne sont pas des politiques, qui ne sont pas des chercheurs en sciences humaines, ils disent que les transformations des écosystèmes aujourd'hui sont comparables et nécessitent une transformation sociétale de notre manière de vivre individuellement et de vivre ensemble, aussi importante, d'une ampleur comparable à la transformation fondamentale du néolithique. Et donc c'est cette question-là que moi je me pose aujourd'hui. Comment est-ce qu'on adapte une politique, je dirais, réaliste, qui permettent à la fois de bien vivre, de répartir les richesses sur la planète, puisque vous savez qu'aujourd'hui les inégalités sont plus fortes entre les grandes aires culturelles du monde qu'au début du 19e siècle.
comme dit mon ami Dominique Bourg, qui est professeur de philosophie de la nature à Lausanne, les inégalités entre les grandes aires culturelles du monde étaient de 1 à 2 au début du 19e siècle, en 1800, et elles sont aujourd'hui de 1 à 74. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des progrès très importants dans un certain nombre de pays. J'ai bien conscience, dans les quelques minutes qu'on me propose, de caricaturer et de schématiser un petit peu les choses. Donc il y a à la fois, je dirais, le cumul d'une série d'impasses dans laquelle s'engouffre la planète. Il y a à la fois l'impasse sociale avec la dérégulation et les inégalités qui s'accroissent. Quand vous prenez le salaire le plus bas de l'ouvrier et du plus haut du PDG aux États-Unis, en 1995, il était de 1 à 40. Aujourd'hui, il est de 1 à 400. Donc on voit bien que même dans les pays industrialisés, l'accroissement des inégalités, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, les écarts de richesse sont en train de s'accroître considérablement. Et j'ai lu il y a quelques semaines, moi j'adore lire et j'essaie de comprendre les récits du monde à travers les livres et à travers que ce soit des philosophes, des chimistes ou des économistes. Et je vous conseille de lire le livre de Thomas Piketty, dont on a quand même beaucoup parlé, qui s'appelle « Le capital au XXIe siècle ». Et qu'est-ce qu'il montre, Thomas Piketty? En ayant analysé l'ensemble de l'évolution des rapports entre le capital et le travail, à la fois au Canada, aux États-Unis, mais aussi en Europe occidentale, et pas sur les 10 dernières années, depuis le XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il constate? C'est que le rapport entre le capital et le travail n'a pas changé depuis Balzac. Il n'a pas changé. Et la leçon, je l'ai dit un peu en boutade, mais il l'exprime quasi comme ça dans son livre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vous enrichir, il ne faut pas venir ici traîner à l'université, il ne faut pas avoir des diplômes, il ne faut pas travailler, il faut soit hériter, soit épouser un ou une riche héritière. Le système imaginé par Balzac dans Le Père Goriot, et qui était la réalité de la transmission du capital dans les pays industrialisés au XVIIIe siècle, il est le même aujourd'hui. Liliane Bettencourt, qui est une héritière, accroît considérablement plus rapidement sa fortune que la personne qui, consciencieusement, va travailler pour essayer de faire quelques économies chaque jour. Donc il y a l'impasse sociale, avec la petite dérive sur le dernier livre de Thomas Piketty. Il y a l'impasse économique. Je ne reviens pas sur les méfaits aujourd'hui du capitalisme, avec notamment la crise, bien sûr depuis le premier choc pétrolier de 1972-73, mais qui a été considérablement accrue avec la crise de 2008, des subprimes, etc. Donc vous avez une impasse évidente et le traité transatlantique que l'Union européenne, le Canada et les États-Unis s'apprêtent à voter est un élément de plus vers la dérégulation générale, je dirais, des échanges marchands. On pourrait y ajouter à cette crise de l'économie, cette crise sociale dans la répartition, l'inégalité dans la répartition des ressources, et évidemment la crise de la biosphère avec les rapports successifs du GIEC dont j'ai parlé et qui disent aujourd'hui, si on ne veut pas être sur une poêle à frire, pour prendre l'expression de Michel Rocard en 2100, il y a intérêt à profondément transformer nos modes de production et nos modes de consommation. Et donc, les transformations des écosystèmes, les transformations des cycles du méthane, du carbone, etc., il y a un problème de cycle de l'eau, enfin, on va donner des tas d'exemples, l'évolution, je dirais, des cyclones, l'élévation du niveau de la mer, enfin, quand on lit, je sais bien qu'il y a encore quelques climato-sceptiques, etc. Donc on peut avoir un débat là-dessus, et il y a des débats universitaires entre scientifiques, mais enfin, on peut dire que globalement, aujourd'hui, la quasi-totalité de la communauté scientifique internationale considère, que les transformations du climat, le réchauffement du climat, mais j'ai vu que le soleil était en somnolence pour l'instant, donc on peut espérer que ça va peut-être un peu compenser, qui a à la fois, c'est dû à l'activité humaine, ce qui a été contesté encore, et quand je dis à l'activité humaine, c'est pas nos parents ou nos grands-parents, c'est depuis le milieu de la révolution industrielle, c'est-à-dire le milieu du 1750, du XVIIIe siècle, et que deuxième chose, si nous ne transformons pas notre rapport au monde, notre rapport à la nature, nos manières de consommer et de produire, vraisemblablement, nous allons vers la catastrophe, nous allons vers le climaticide, nous allons faire d'abord des guerres extrêmement profondes, parce que vous avez
la guerre de l'eau, vous avez la désertification, vous voyez déjà dans le détroit de Gibraltar comment une partie des gens d'Afrique veulent essayer de vivre un peu moins mal dans l'actuelle Union européenne. Donc il y a une impasse, là, me semble-t-il, absolument centrale qui se cumule à l'impasse sociale et à l'impasse économique. Et en plus, je terminerai pour citer Edgar Morin en disant en plus il y a une impasse de civilisation. Parce que la grande caractéristique du monde moderne, si je puis dire, c'est ce que Marx appelait la marchandisation du monde, c'est-à-dire qu'on a tout transformé d'une valeur d'usage à une valeur d'échange, pour prendre le vocabulaire marxiste, c'est-à-dire qu'on a tout aujourd'hui vaut quelque chose sur le marché, absolument tout. Je pourrais donner des tas d'exemples. Tout est devenu tout n'a plus de sens. Chaque objet, voire chaque être humain, définit son sens, sa nature même, son essence, par sa position sur le marché du travail. Je pourrais rien prendre l'exemple du classement Shanghai des universités. Aujourd'hui, à l'université, je ne sais pas spécialement l'ULB, pas assez compétent en la matière, mais aujourd'hui, on ne transmet plus des savoirs, on transmet des compétences pour être opérationnel sur le marché du travail. C'est ça qui est important dans la vision aujourd'hui. L'homme, comme on appelait, le citoyen honnête du siècle des Lumières, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, d'Emmanuel Kant, etc., aujourd'hui, qui a un savoir multiple, il n'existe plus. On manque, comme dit Edgar Morin, de spécialistes des idées générales. Tout le monde est spécialisé dans son petit segment, je dirais, de savoir. Alors que ce qu'il faudrait, évidemment, c'est un tronc commun de savoir, un dialogue permanent entre les sciences de l'homme et les sciences de la nature, comme Michel Serres l'a écrit d'ailleurs dans un très beau livre qui s'appelle L'Incandescent. Il propose un programme d'éducation mondiale pour tous les enfants, pour tous les étudiants de la Terre, ce qui permettrait d'ailleurs peut-être de rapprocher, je dirais, la diversité des cultures, les peuples, et de faire diminuer le racisme. Bref, toutes ces impasses-là qui se cumulent aujourd'hui, où il y a des milliers d'articles et de livres qui analysent ça, où il y a dans chaque, évidemment, sphère des débats extrêmement profonds et intelligents. Donc là, je ne viens pas, moi, avec des solutions. Je dis simplement, c'est intéressant de voir que dans le monde de la pensée, il y a un certain nombre de gens qui disent aujourd'hui on ne peut plus continuer comme on le fait, et que dans le monde politique, on est resté sur les schémas traditionnels hérités depuis 3 siècles, quelle que soit la qualité de ces schémas, et quelles qu'aient été, je dirais, les réussites de ces schémas politiques. Que ce soit le libéralisme qui incontestablement a permis un certain nombre de développements positifs, ne fût-ce que le fait qu'on puisse avoir une conférence ce midi là-dessus, c'est grâce à la philosophie politique du libéralisme, et le fait que l'enseignement soit relativement gratuit, et la sécurité sociale, c'est quand même une grande conquête du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste en Europe et dans le monde au travers des 2 derniers siècles. Et donc les réponses à cette prise de conscience, me semble-t-il, elles sont, pour ma part, en partie contenues dans la logique de la décroissance. Alors moi, j'aime pas tellement le mot, d'ailleurs, j'étais pas pour que le mot figure sur le livre. Le livre, on l'a appelé la pertinence de l'escargot, qui est le symbole de l'animal qui vit, je dirais, avec sa maison sur le dos, de manière à la fois sobre et heureuse. Par référence à L'élégance du hérisson, qui est un roman français qui a eu un très grand succès. Et alors l'éditeur, qui nous a beaucoup soutenus, a dit « En route pour la décroissance ». Moi, j'aime pas tellement le mot décroissance, parce que autant, comme Bernard l'a expliqué, elle est absolument indispensable chez nous, autant j'irai pas parler de décroissance à un ouvrier à Kinshasa, un petit paysan bolivien ou vietnamien. Il faut quand même savoir aussi que dans les inégalités dont je parlais, il y a encore plus d'1 milliard de personnes sur cette terre qui en compte, comme vous le savez, depuis quelques années, 7 milliards. Il y a encore 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à sa faim. L'accès à l'eau potable n'est pas garanti pour plusieurs centaines de milliards. Je pense que je fais attention aux chiffres que je cite. Mais donc, la décroissance vaut évidemment à la fois pour les pays, pour les classes sociales, je dirais, des pays développés ou des pays en voie de développement. Il n'est pas question d'aller parler de décroissance à, comment dirais-je, par là, politiquement, au mini-mexé du CPS de Charleroi ou aux petits paysans chinois. Alors qu'il y a une classe moyenne en Chine avec le développement de la Chine, 300-400 millions de personnes, qui là, effectivement, a un schéma de croissance qui est un schéma, en mangeant de la viande 3 fois par
personnel, en ayant 2 voitures, etc. Bernard a donné un certain nombre d'exemples, qui n'est simplement pas scientifiquement tenable. Donc le projet que tous les terriens vivent comme nous ici ce midi au cercle du libre examen, il est intenable pour la planète. Et c'est cette contradiction-là qui me semble nécessaire de, très modestement et très humblement, comme on fait au travers notamment du mouvement politique des objecteurs de croissance, qu'on essaye de faire petit à petit comprendre. Nous et bien d'autres expériences, il y a une kyrielle d'expériences alternatives, les monnaies locales, les services d'échange solidaire, la simplicité volontaire, Bernard a donné quelques exemples, mais c'est minoritaire dans la société. Le discours dominant du monde politique, que ce soit dans les parlements, aux Nations Unies ou à la RTBF, c'est le discours on va s'en sortir par la croissance, par la production, peu importe ce qu'on produit, c'est comme ça qu'on va gagner la bataille du chômage, comme dit François Hollande. Et c'est ce schéma intellectuel-là qui est mis en cause par la logique et par les intellectuels et par les expériences concrètes des citoyens qui refusent cette logique de la croissance à tout prix, du productivisme à tout prix. Parce que simplement, je termine par là, il y a une contradiction, et souvent je pose la question aux politiques, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le monde politique, et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse à ça. Comment est-ce qu'on va régler le problème de la limitation les limites de la biosphère par rapport à un projet politique qui est de plus en plus puisé dedans? Alors, la réponse implicite qui est faite pour les optimistes, c'est de dire on va trouver des solutions, et les solutions, elles sont quoi? Ce sont les sciences et les technologies. Et donc, il y a derrière, de manière plus ou moins pensée ou impensée, la croyance, j'utilise expressément ce mot, la croyance, comme ça l'est depuis le XVIIIe siècle en Europe, que les sciences et les techniques vont permettre de trouver la solution à la raréfaction, à la pollution de l'air, à la raréfaction de l'eau, à la question démographique, quand même une question extrêmement importante, toutes des questions absolument essentielles. Donc voilà, en quelques mots un peu trop longs, à la fois mon parcours et les interrogations intellectuelles et politiques que pose ce livre et bien d'autres. Eh bien, merci beaucoup pour ces 2 interventions. Nous allons donc passer maintenant aux questions du public. N'hésitez pas à lever votre main et à parler à voix haute, car nous avons hélas qu'un seul micro. Donc, monsieur là-bas. Merci à vos exposés. Quel exposé, monsieur Bourrier? Oui, c'est clair ou c'est pas clair? C'est juste que la caméra prend le micro. Oui, Rien que la discussion un peu plus profonde de ce que M. Bourrier vient d'exposer, ça demande au moins une semaine. Alors je ne vais pas y commencer parce que tout le monde aime bien de sortir encore. Je vais m'arrêter à un seul point, quelque chose que vous ne m'avez pas mentionné, à moins que j'ai peut-être mal assez entendu, c'est votre critique sur les partis politiques soi-disant verts. Vous avez mentionné comment ils existent. Moi, j'étais toujours un peu choqué que les partis politiques verts ont d'habitude publié un programme plus ou moins vert. Donc, votre exposé est très très vert, clairvoyant, si je peux déplacer. Oui, mais au plus profond de leurs intentions, de leurs actions, je sais bien que je dis quelque chose qui est affreux dans cette assemblée, mais j'ai le courage de dire le parti vert, il est rouge foncé. Et ça, c'est ce que je remarque en France, ce que je remarque encore plus dans mon pays, c'est la France. Je vous donne un exemple en France. Il y a 5 ans, dans la campagne entre Sarkozy et le candidat socialiste, j'ai oublié son nom, tous les deux, ils ont promis au Parti vert qu'ils ajouteraient, qu'ils appliqueraient un programme très très vert et très... la transition écologique. Oui, la transition écologique, parce que sinon, les Verts auraient proposé un 3e candidat. Ils en ont fait une frousse bleue. En pratique, ils n'ont rien fait. Sarkozy n'en a rien fait. Je vous donne un autre exemple que je connais très bien, c'est mon pays. La précédente du Parti vert, il y a 5 ans, Mme Mitterrand, qui est peut-être personnellement une dame sympathique, mais au point de vue politique,
sa plus grande réalisation était en tant qu'échevin des travaux publics en Grèce. Alors, à un moment donné, quand la grande chaussée de Turnhout était achevée, le reporter à la télévision demandait mais madame, où est-ce qu'on trouve chaussée de Turnhout? Ça coûtait 2 milliards. Où est-ce qu'on trouve des pistes cyclables? Ah, disait-elle, dans un dialecte affreux. Oui, on a pu choisir entre le vélo et le commerce. Eh bien, j'ai choisi pour le commerce. Il y a même place pour le vélo, mais il y a la place pour les autos. Veuillez me répondre. On va prendre une succession de questions comme ça, le micro de... On va prendre une succession de questions comme ça, le micro circule dans la salle. Je vais vous répondre après, on prend plusieurs questions. Merci. Pas de souci. Bonjour. Moi, je me pose une question fondamentale en vous écoutant, c'est pourquoi avez-vous quitté la politique? S'il y a bien, vous avez fait l'historique du mouvement décroissant, vous avez fait une belle synthèse, comme beaucoup d'autres l'ont fait bien avant vous. Mais pour moi, la question fondamentale pour le moment, c'est quelle institutionnalisation de ces idées. Mais oui, mais vous étiez dedans, pourquoi êtes-vous parti? Et surtout, vous qui avez un peu d'expérience en politique, qu'est-ce qui selon vous fait qu'il y a l'institutionnalisation des idées et comment peut-on faire pour faire percoler ces idées au plan politique, quoi? Parce que écrire un livre c'est très bien, mais on en écrit depuis 1970, quoi. Le Club de Rome avait déjà tout écrit, Gorz a tout écrit, Illich a tout écrit, tout ce que vous écrivez, c'est... Pour moi, si, mais voilà, l'escargot, c'est Illich. Illich. Oui, Illich. Donc, c'est l'écologie politique. Je suis presque fâché parce que c'est tellement important que... Voilà, je ne savais pas qu'il y avait des gens, des hommes politiques qui je me doute bien qu'il y en a qui connaissent ces idées, mais des gens qui portent ces idées, qui sont au Parlement, ou je ne sais plus ce que vous avez dit, mais pourquoi êtes-vous parti, quoi? Voilà. J'en avais sans doute, c'est vraiment... Moi, c'est une question qui va s'adresser à Bernard Legros, parce que loin du discours général et altermondialiste, Bernard Legros parlait beaucoup d'un retour très rousseauiste à la nature, d'un repli justement dans cette coquille d'escargot. Et moi, je me demande, en fait, vous aviez avant une passion, probablement vous l'avez toujours, celle du jazz. Vous aviez l'envie de la transmettre et effectivement pour la transmettre vous avez fait beaucoup d'engagement, vous avez cramé plus ou moins votre empreinte écologique, et puis vous vous retirez et en fait dans ce repli, vous étiez contre le repli identitaire, vous êtes dans un repli naturel, déjà où se place vraiment la barrière, et puis comment faites-vous à l'heure actuelle pour continuer à transmettre vos passions si vous n'y mettez pas les moyens? Est-ce que parfois la fin ne justifie-t-elle pas les moyens, même si on va à l'encontre d'idées décroissantes? Bonjour. C'est pour M. Corny, un peu comme l'intervenant antérieur. Pourquoi regretter votre départ de la politique? Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dedans. Moi, j'ai envie de revenir sur l'une de vos expressions pendant votre exposé. Vous avez parlé de la nature neutre. Et c'est une idée qui m'interpelle, qui m'a vraiment touché, parce que je pense que l'idée que la nature est neutre est une idée propre à l'Occident. Et que, par ailleurs, dans d'autres continents, la nature n'est pas neutre. J'ai envie de vous partager une expérience où je suis péruvien, qui vient des Andes, et je sais que la nature n'est pas morte, qu'elle n'est pas neutre, qu'elle est née quelque part à l'égal des hommes, à l'égal des animaux, un être vivant. Et donc, en tant que tel, il faut la respecter. Et donc, c'est cette idée-là qui a été aussi mise, discutée lors des différentes constitutions en Bolivie, en Équateur, dont vous avez évoqué aussi. Donc, juste pour préciser ça, c'est que cette idée-là que la nature est neutre est quelque chose propre à l'Occident, ce n'est pas le cas dans d'autres parties du monde, et que, par ailleurs, voilà, il y a des idées aussi qui se mettent en place
pour faire évoluer ça, quoi. Juste ça. On va commencer à répondre. J'ai une question à laquelle répondre. Ah bon, j'aime beaucoup Rousseau, mais c'est vrai que c'est un des philosophes des Lumières préférés. J'aime bien son idée de retour à la nature. Est-ce que je suis dans un repli naturel? Non, non, évidemment. Je suis plus attentif à cette question-là qu'avant, mais on ne peut pas dire que je suis dans un repli naturel, puisque je vis en ville, et je prends des transports en commun, je suis branché sur l'électricité, je prends même le TGV, je ne devrais pas, évidemment. C'est un train qui consomme 64 fois plus d'électricité qu'un train normal, il faut savoir ça. Donc sans les centrales nucléaires, les TGV ne peuvent pas rouler. Donc bon, je ne me sens pas dans un repli naturel, et ce que je fais maintenant, je porte le message de la décroissance avec autant de passion et autant de feu que je portais le message du jazz, et je dirais que c'est exactement la même chose. Je me sens même encore plus actif actuellement pour véhiculer ce message-là que je ne l'étais quand j'étais journaliste musical. Puisque, pour prendre un exemple, entre le 1er septembre et le 31 décembre de cette année, j'aurais fait 8 interventions de ce type-ci, un peu partout en Belgique, en Wallonie et même à Lille. Donc, est-ce que la fin justifie les moyens? Bon, je ne suis pas machiavélique, non, je me dis qu'à un moment donné, l'éthique fait qu'il faut refuser certains moyens, et même si on peut estimer qu'ils sont utiles pour atteindre des fins. Par exemple, est-ce que je devrais prendre l'avion pour aller, si j'étais invité pour faire une conférence sur la décroissance au Québec? J'adore le Québec, je voudrais y retourner, mais je n'y retourne plus, parce que je ne veux plus prendre l'avion. Et bien je pense que je refuserai gentiment, poliment cette invitation-là, en expliquant qu'il serait absolument incohérent pour moi de prendre l'avion pour aller défendre les idées de la décroissance. Alors j'en profite pour parler de cette idée de cohérence, qui est pour moi éthiquement un pivot. Essayer d'être le plus cohérent possible dans son existence entre ses idées et ses modes de vie, et entre ses idées elles-mêmes. Alors dans la post-modernité, comme on dit, il est de bon ton justement d'être incohérent, de surfer sur les paradoxes, et certains ne s'en privent pas. Prenons par exemple Luc Ferry, pseudo-philosophe, qui lui dit mais je suis très attentif à l'environnement, mais j'adore les grosses voitures, j'adore les collectionner, les conduire. Mais c'est complètement incohérent, c'est l'un ou l'autre. Il faudrait qu'il fasse le ménage dans sa tête. Et cette espèce de politique de l'oxymore, comme dit Bertrand Meuse, est caractéristique du discours actuel, du discours politique et du discours philosophique, malheureusement, en tout cas d'une bonne partie du discours philosophique. De ceux qui passent dans les médias, Ferry, Comte-Sponville, et même Onfray d'ailleurs, c'est de dire qu'on peut concilier les contraires, que le génie humain va faire qu'on va pouvoir concilier croissance et respect de l'environnement. Et alors, je dirais que je pourrais expliquer aussi que je suis passé d'une prédominance de l'esthétique, quand j'étais dans le milieu du show business, à l'éthique, depuis que je suis dans la décroissance. Et ça aussi, ça va à contre-courant, où on esthétise la vie actuelle, et où on essaie de dire que ce qui compte avant tout, c'est la beauté, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art, donc de nouveau une métaphore esthétique. Et moi, je suis toujours sensible à l'esthétique, évidemment, mais je pense que l'éthique passe avant l'esthétique. Et reprenons un exemple de cet artiste contemporain chilien, je ne me rappelle plus son nom, qui fait ses œuvres d'art avec des cactus qui sont en voie de disparition. Donc il estime que lui, il a tout à fait le droit de bousiller des cactus qui sont pourtant protégés pour faire des œuvres d'art. La question reste ouverte. Il fait passer clairement l'esthétique avant l'éthique. Moi je dirais qu'il est temps de faire l'inverse actuellement. Par rapport aux différentes questions, je suis très attentif à la question de la cohérence, et je considérais qu'au Parlement, je n'en avais plus assez vis-à-vis de moi-même. Pour moi, la cohérence, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Hein, c'est de conformer la pensée et les actes, de tenter, parce que c'est extrêmement compliqué d'être cohérent, justement. Et donc,
si vous voulez, moi d'abord j'ai choisi de quitter la politique en 2010 parce que je suis intellectuellement contre la politique professionnelle. C'est-à-dire que je considère qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui puissent participer aux différents niveaux de pouvoir. Du conseil communal jusqu'à l'Assemblée, au siège, au Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, pour prendre vraiment tous les échelons. Et donc je trouve que s'installer définitivement dans une vie politique, c'est aussi une forme, je dirais, qui amène à un certain moment, en tout cas sur le plan des idées, en tout cas c'est la crainte que j'avais vis-à-vis de moi-même, une forme, je dirais, de lassitude, de paresse, de banalité. Première chose. Deuxième chose, la question de l'alternative, je dirais, éco-socialiste radicale, disons, ou décroissante, disons-la comme ça, est aujourd'hui, dans les parlements, quasi inaudible. Le seul parlementaire pour qui j'ai la plus haute estime que je connais, c'est Yves Cochet, à l'Assemblée nationale. Oui, mais je le connais, oui, d'une certaine manière, mais il est plus sur la... D'abord, c'est le Parlement européen, qui n'a pas de pouvoir, et en plus, c'est surtout sur la question économique, et c'est tout à fait remarquable ce qu'il fait. Mais dans ce que moi, j'ai modestement essayé de faire comme député de base, je peux vous dire que, pour prendre un exemple, parce que je suis plus dans la politique, donc j'en parle d'autant plus à l'aise, puisqu'il n'y a plus de campagne électorale de suspicion sur ma personne, mais quand j'ai déposé une proposition de loi sur le fait de ne plus faire de la publicité pour les voitures qui polluaient au-dessus de la moyenne d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre. Rien que ça, je ne parle même pas de l'interdiction de la construction, je parle de l'interdiction de la publicité. Directement, même si j'ai été soutenu par certains partis, directement, vous avez les différents lobbies, les groupes de pression, que ce soit la presse, ah mais qu'est-ce qui va se passer, la presse écrite en particulier, ah oui mais si on n'a plus la publicité, on est déjà en concurrence avec la télévision, etc. Bien sûr l'automobile, etc., etc. Donc rien que ça, qui est une mesurette par rapport à ce que préconise le GIEC comme mesure à prendre, n'avait aucune chance, je dirais, d'obtenir la majorité de 50% parmi les 150 députés, nos 150 députés de la Chambre des représentants. Ceci pour vous donner un exemple. Quand, comme sénateur, j'ai inscrit en 2005 le développement durable dans la Constitution, l'article 7 bis de la Constitution, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, 8 ans après, je ne suis pas spécialement fier d'avoir inscrit ce concept-là qu'on entend partout, certainement des cours ici, jusque dans toutes les grandes banques et les sociétés multinationales, parce que le développement durable, par rapport à son objectif de départ, qui est le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et à l'agenda mondial, a été complètement dénaturé. Et que c'est au fond, il y a dans les trois cercles, hein, économique, social et environnemental, mais c'est l'économique qui prend tout, et puis il y a un peu de social, un peu d'environnemental, alors que par la nature même, ça devrait être le contraire, ça devrait être l'environnemental. Moi, il est dénaturé dans le texte. Hein. De Brundtland. Oui, cite la croissance économique comme levier de développement au moins 150 fois. Donc dans le texte, dès le départ, je suis d'accord avec vous. Les jeux sont faussés. Donc, quelle est la solution? Alors, ceci pour vous dire pourquoi. Parce qu'on va discuter. Non, moi je parle vrai. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je pense que la politique ne se fait pas. La politique, c'est pas voter. La politique, c'est choisir où vous allez acheter votre pain. C'est choisir si vous allez acheter vos livres au libraire du coin ou sur Amazon. Ça, c'est un acte politique. Ça, c'est la politique concrète. Vous le faites tous les jours. C'est clairement un acte politique, mais c'est clairement pas l'acte politique qui modifiera les structures. Toutes les études académiques montrent que le bottom-up ne change pas les structures. Les GASAP ne modifient pas la structure du système alimentaire. Donc il y a le bottom-up clairement, et les décroissants ne parlent que de bottom-up, mais le top-down c'est quand le bottom-up et le top-down se rejoignent et que les changements se font. Donc la question est, comment modifie-t-on le top-down, si ce n'est en modifiant les générations et en éduquant les futurs décideurs politiques, et ça prend une génération, et tous les rapports disent que la fenêtre qui nous reste est extrêmement courte. Donc on perd du temps. Hein. C'est pas à moi qui vais... Bien sûr que vous, mais j'ai un élément spécial pour vous. Mais je dis, on perd du temps à discuter de choses qu'on sait déjà,
Et la question, mais si, oui, vous le savez, je le dis. C'est juste la personne à la Non, il y a pas de souci. C'est simplement pour vous. Moi, j'ai fréquenté les milieux politiques nationaux et même internationaux. Mais ce que vous dites là, on le sait, vous le savez. La communauté intellectuelle et scientifique le sait, mais les politiques n'y croient pas. Donc la question est, c'est pour ça que je veux qu'on parle vrai maintenant, la question est, quelle radicalité faut-il mettre en œuvre, activer, pour modifier ces structures? Est-ce qu'il faut basculer dans la violence? Est-ce qu'il faut des révolutions? Parce que l'institutionnalisation des idées est inexistante, vous le dites, tout le monde le dit. Nadine Bouzé, conseiller fédéral de développement me dit, je lui parle du Victor Victor, de son modèle macroéconomique, qui est le premier à proposer un modèle macroéconomique décroissant, low and low growth. Elle dit, mais son modèle n'est pas encore prêt, il n'y a aucune institutionnalisation, on n'y arrivera pas, quoi. Je pense qu'on va passer les fenêtres qui nous restent encore, les quelques années qui nous restent, on basculera dans les systèmes non linéaires d'effondrement qui sont clairement établis dans la littérature scientifique. J'invite tout le monde à lire le rapport de Pablo Servigne sur les systèmes alimentaires, la transition des systèmes alimentaires. Il est un des premiers à montrer l'analyse systémique des problèmes systémiques des modèles linéaires. Mais donc la question est, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment modifier les choses, quoi? Parce que votre livre ne changera rien à l'histoire. Non, moi je vais vous donner mon sentiment. Il est super, hein, il faut répondre. Je vais vous donner mon sentiment. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ce ne sera sans doute pas partagé. C'est pas nous qui allons changer les choses. Moi j'ai une vision, mais c'est un débat. En philosophie de l'histoire, j'ai une vision pessimiste. C'est-à-dire que je pense que c'est jamais l'homme qui change l'histoire. C'est-à-dire ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les gens vont bouger au moment où la nature va transformer l'homme. Mais ça va faire des millions de morts, des réfugiés climatiques. Je pense que c'est là que ça va bouger. Alors là, on va se dire, oui, quand le delta du Nil, au Bangladesh et tout ça, et même les côtes françaises, maintenant ils commencent à s'inquiéter sur la l'adaptation. Moi, je pense que... Et le discours décroissant est un très bon discours d'adaptation, d'ailleurs. Donc, comme si vous voulez, je pourrais dire, il a fallu 3 guerres, 1870, 1914, 1940, pour enfin que l'Europe, et plus particulièrement l'Allemagne et la France, fassent une entente. Il a fallu plus de 50 millions de morts. Donc moi je dis, mais c'est seulement après ces 5 ans, j'ai beaucoup travaillé maintenant et beaucoup lu sur la guerre 14, puisqu'on va la commémorer dans l'année prochaine. Les gens partaient à la guerre, c'était incroyable, ils étaient absolument tous convaincus que la guerre a commencé au début d'août 1914, tout le monde était sûr, du côté allemand, du côté français, anglais, etc., que tout était réglé au mois de septembre, et que tout allait aller, et où il y avait la propagande, etc. Donc ce que je crois, si vous voulez, c'est que l'homme, c'est ce que dit Christian de Duve, notamment, qui est décédé il y a très peu de temps, qui est un homme remarquable dans ses écrits. Il dit, au fond, l'homme n'a pas de mémoire, l'homme n'est pas programmé dans l'histoire de la nature, il a une adaptabilité immédiate. Or, aujourd'hui, il faut presque faire une révolution génétique, comme il dit. Il faut revenir sur les gènes de l'homme pour qu'ils apprennent progressivement à inclure dans son comportement une vision à long terme. Alors, ça me permet quand même de dire que ça, c'est la vision, me semble-t-il, occidentale, pour répondre à votre préoccupation, auquel je suis très très attentif, occidentale, mais le problème c'est que c'est l'occidentalisation du monde, comme on dit. C'est-à-dire que quand même, les standards de pensée, la linéarité de la pensée, héritée de toutes les révolutions industrielles, scientifiques, etc., depuis bien longtemps, est quand même le modèle qui, je dirais, s'impose au monde par rapport à la pensée et aux sagesses, pourrait-on dire, chinoise, orientale, indienne, africaine et latino-américaine. Et je suis, heureusement, si politiquement je devais citer aujourd'hui un continent d'espoir, c'est l'Amérique latine. Je les connais bien, j'ai été voir Evo Morales, je sais bien ce qui se passe en Argentine, en Équateur, en Uruguay, vous avez un président de la République qui casse tous les structures, je dirais, de la représentation politique. Je sais bien qu'il y a la défense de la Pachamama dans les constitutions boliviennes, équatoriennes, etc. C'est remarquable pour un pays, pour un continent qui vient des dictatures des années 70-80. Là, il y a une transformation, je dirais, positive, exceptionnelle, même si c'est très difficile, même si c'est la lutte contre, je dirais, j'ai été beaucoup aussi voir ce qui se passait au Venezuela, sous Chavez, etc. Donc,
rien que de ça, on pourrait parler très longtemps, donc je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Totalement d'accord, il y a bien là des graines d'espoir. Mais c'est vrai, pour reprendre, je termine par là, pour reprendre la conclusion du très beau livre d'Edgar Morin, La foi qui est l'avenir pour l'humanité, sa dernière phrase, c'est « Le probable est la désintégration ». Comme dit Claude Lévi-Strauss, l'humanité a commencé sans l'homme, elle terminera sans l'homme. Mais, dit Edgar Morin, il y a des voies, des petites voies peut-être de transformation, de métamorphose. Il peut y avoir des bifurcations, je dirais, de l'univers à certains moments qu'on n'avait pas prévu. Que peut-être qu'il y a des transformations. Personne n'est omniscient. Personne. C'est pour ça que je posais un peu ironiquement la question quand j'ai vu le reportage qui est strictement journalistique. Est-ce que la diminution de l'intensité du soleil, ce que certains ont appelé la somnolence du soleil, va-t-elle ou non avoir un impact sur les transformations du climat? Puisqu'il y a des scientifiques qui viennent d'écrire là-dessus. Peut-être que c'est n'importe quoi, peut-être que ça peut potentiellement être intéressant. Moi, intellectuellement, toutes les voies sont ouvertes, toutes mes écoutilles sont ouvertes. Et pour terminer sur la question des partis verts, moi je ne me permettrai pas de critiquer, je dirais, tel ou tel parti. Ce que je constate simplement, c'est, dans les partis verts, pour moi, c'est l'institutionnalisation du développement durable. Alors c'est mieux que rien de fermer le robinet, de mettre des éoliennes, de mettre des panneaux photovoltaïques. Là, et encore, on va faire une discussion sur le croisement avec les classes sociales. Mais c'est pour moi, je dirais, totalement insuffisant. Donc quand je discute avec certains de mes amis écolos, et j'en ai beaucoup, dont certains d'ailleurs sont ministres en région Wallonne, c'est toujours le débat qu'on a. C'est eux, ils sont dans les petits pas, après petits pas, on essaye d'avancer. Et moi j'ai une vision, en n'étant plus dans la politique, j'ai une vision beaucoup plus radicale, beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus volontariste, en disant il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Juste pour revenir sur cette question de s'adapter directement et d'avoir une vision à très court terme, vous avez parlé au début d'un citoyen modèle des Lumières qu'on aurait totalement tué. On a aussi entendu qu'on vivait dans une société de rentiers digne de celle de Balzac et du père Goriot, que l'ouvrier, la différence entre l'ouvrier et le patron était encore plus grande qu'avant. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'on avait un projet d'élargissement du savoir. Alors, le savoir a quand même déjà doublé, triplé de volume. Il y a beaucoup plus de choses à savoir et donc c'est beaucoup plus difficile d'être calé sur tout. Là où avant il fallait avoir lu 3 grandes autorités, maintenant il faut en lire 10 pour pouvoir émettre un avis sur un sujet. Donc, le savoir, il y a quand même l'école nationale qui est gratuite et obligatoire. Je trouve qu'il y a des progrès. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer justement d'encourager ces progrès? Il y a un projet qui a été émis par les Lumières d'essayer de continuer ça et d'envoyer par justement l'institutionnalisation, d'essayer aussi d'améliorer les choses, parce que c'est très tentant d'être anarchiste et de dire tout seul on peut y arriver et monter. Mais il y a un moment où je crois qu'il faut aussi passer par des canaux. Et je me demande si ces canaux sont à ce point pourris et obsolètes qu'il faut absolument les négliger. Donc, soyons clairs, je ne suis pas anarchiste, je suis socialiste, je suis communiste, je suis écologiste, je suis libéral sur certains points, je suis anarchiste. Je n'aime pas les catégorisations telles qu'elles sont aujourd'hui dans le schéma politique. Donc, par rapport à ce que vous dites, je vous ai donné mon expression de la philosophie pessimiste de l'histoire que j'ai. Je reconnaîtrai le premier qui a des progrès exceptionnels qui ont été faits depuis des siècles. Le premier étant, par exemple, me semble-t-il, exemplatif et exemplaire, c'est l'allongement de la durée de la vie. S'il y a bien la grande inégalité sur la planète, c'est que chez nous c'est 78 ans et qu'au Mali c'est 48 ans pour un homme. 30 ans, donc les Européens, ils ont 30 ans de vie en plus que les Maliens, en moyenne. Donc, ça c'est donc les progrès de la médecine, les progrès de la science, etc. Je suis totalement d'accord avec ça. Les progrès de l'éducation, la sécurité sociale, j'en ai parlé, donc je ne suis pas, comment dirais-je, dans une position réactionnaire et nostalgique du passé. Le bon sauvage, même si ce n'est pas exactement ce que Jean-Jacques Rousseau a dit, mais
je ne suis pas dans cette logique-là. Ce que je dis, c'est qu'il y a des avancées fantastiques, des sciences et des techniques, depuis des siècles, mais qu'en même temps, on est dans un cadre où ces avancées sont insuffisantes. Notre manière de vivre, notre hubris, comme diraient les Grecs, notre démesure, notre absence de limite, fait qu'aujourd'hui, on va se heurter à des problèmes qui sont des problèmes, je dirais, qui sont des problèmes qui dans le temps humain, sont en train de commencer à se poser maintenant, dans le temps humain. Aujourd'hui, on est dans une période interglaciaire. Dans l'histoire de la biosphère, ça dure 24 000 ans. Hein? On prend des autres... Donc, on est dans un système, on dit le réchauffement climatique, mais en fait, depuis le Big Bang, il y a 13,5 millions d'années, on est dans un refroidissement. Parce que s'il n'y avait pas de refroidissement de l'univers en expansion, vous n'auriez pas de vie, on ne serait pas là ici aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont plus compliquées. Par rapport au savoir, je ne critique pas du tout on dit aujourd'hui qu'on double les connaissances tous les, je sais pas moi, 5-6 ans, etc. Mon problème, comme le disait Edgar Morin, c'est la jonction des savoirs. C'est-à-dire que vous faites des gens qui sont des hyper spécialistes de certaines matières, mais qui n'ont plus la possibilité d'avoir en tête les grands récits du monde, les grandes narrations du monde, que ça parte des mythes antiques en passant par la philosophie grecque, toute l'histoire, je dirais, du Moyen-Âge, et puis la révolution scientifique avec Galilée, etc., jusqu'à aujourd'hui, le récit scientifique, les sciences de la nature, le récit des sciences humaines, ça manque, si vous voulez, c'est ça que je dis. Et donc, il y a une difficulté à aujourd'hui, qu'il y ait un minimum de gens qui puissent avoir un esprit critique fondé sur une critique des grands systèmes d'explication du monde. Et les grands systèmes d'explication du monde, en plus, ils sont en correspondance. Il y a un rapport entre les sciences sociales et les sciences de la nature. Il y a un rapport entre le marxisme et la thermodynamique. Il y a un rapport entre la main invisible d'Adam Smith et la physique de Newton. Enfin, je n'entre pas dans les détails, mais donc c'est ça, moi, je trouve, qui manque. Alors, c'est même pas à l'université, ça devrait être à l'école secondaire. Moi, je serais ravi de faire un programme pour l'école secondaire. Aujourd'hui, on vous apprend principalement à apprendre des langues étrangères, ce qui est nécessaire, à savoir résoudre les équations mathématiques à deux inconnus, c'est nécessaire, mais tout ce qui est histoire, sciences humaines, philosophie, histoire des religions, histoire des sciences, on n'en parle pas, quasi pas dans l'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce fond commun, je dirais, des études de la Renaissance, si je puis dire, qui manque aujourd'hui. Donc je suis d'accord que l'enseignement est un élément fondamental, potentiellement transformateur, mais pas l'enseignement aujourd'hui où on apprend à être, c'est comme dit Jean-Paul Michéa, l'enseignement de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on vous apprend, dit Michéa, on vous apprend à exactement le non-savoir nécessaire au fonctionnement de l'économie capitaliste. Comme dit Alain Finkielkraut, pour prendre un penseur de positions politiques différentes, il dit une phrase terrible, il dit « L'inculture pour tous est un droit démocratique, est une grande conquête démocratique sur laquelle il sera très difficile de revenir. » Terrible cette phrase. L'inculture pour tous, le divertissement, la télévision, etc., au sens du divertissement pascalien, voilà, c'est ce débat-là que moi je mets donc en cause. C'est-à-dire que c'est le socle de savoir et de système de compréhension du monde. Moi, je me donne à moi-même, à 55 ans, ce que j'aurais aimé apprendre à 15, si vous voulez. Donc moi, j'ai 40 ans une demi-vie d'écart par rapport à ce que je voudrais qu'on m'apprenne, en ce compris dans cette vénérable maison de les examens. Après, c'est l'engagement et le mérite, la curiosité qui fait, et le fait de s'engager aussi. Je veux dire, on n'est pas non plus dans... il ne faut pas toujours aller chercher par la main. Il y a des gens qui se sont donnés, qui ont envie aussi d'arriver. Et moi, j'ai toujours du mal quand même avec l'argument, oui, si on n'a pas d'argent, on n'arrive à rien, on ne peut rien faire. Et quand je vois, bon, même aller, Di Rupo, par exemple, est quand même un exemple qui montre qu'avec l'engagement, avec du mérite, on peut arriver à des stades. Et j'ai l'impression qu'on galvaude cette idée-là. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas là pour ne pas monopoliser la parole. Ce que j'ai dit par rapport au livre de Thomas Piketty, c'est que ce n'est pas sur des personnes en particulier. Lui, il a fait une analyse sur 15 années comme économiste. Et il montre simplement, suite à ses travaux de 15 ans, sur 3 siècles et dans 20 pays industrialisés, que le rapport entre le capital moyen, c'est ça qu'il veut dire, moyen, ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas de gens qui ont eu du mérite, qu'il y a des gens qui n'avaient rien au départ et qui sont devenus des grandes fortunes, mais en moyenne, pour l'ensemble de la population depuis 3 siècles, le rapport entre le capital et le travail n'a pas changé. C'est ça qu'il démontre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc il dit que, quand il dit
comme je l'explique un peu en boutade, le mérite ne sert à rien, les études ne servent à rien, le travail ne sert à rien pour s'enrichir, c'est une conclusion socio-économique moyenne qui tire de ces travaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, par leur savoir, leur mérite, etc., ont réussi dans l'histoire depuis 3 siècles. Voilà, enfin. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une vision, je dirais, au-delà des individualités. D'avoir une vision plus sociologique ou plus sciences humaines. Tout à fait d'accord avec Jean. Je dirais qu'accumuler des savoirs, c'est pas la même chose que penser. Il y a des gens qui ont énormément de savoir et qui ne savent pas penser. Il y a ce qu'on appelle des crétins savants. Hein. Bon, il y en a, il suffit de regarder autour de soi dans les médias. Bon, alors, à l'école, évidemment, moi je suis enseignant, et la grande question qu'il faudrait amener à résoudre avec les élèves, c'est simplement comment est-on arrivé là? Et c'est une question passionnante, et il faut retourner dans le passé. Et le rapport des jeunes au passé devient de plus en plus problématique à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui les bloquent d'une espèce d'éternel présent, de ce qu'on appelle le présentisme. Ils ont perdu la capacité à réexplorer leur passé, l'envie de réexplorer le passé, et la capacité à se projeter dans le futur. Et ça, c'est un grand défi anthropologique et psychosocial. Je ne sais pas très bien comment y arriver, mais effectivement, il faut redonner le goût du temps long aux élèves et faire en sorte qu'ils n'oublient pas ce temps long. Alors, la question est de mettre en question les représentations collectives, tout ce qui semble aller de soi, donc des choses qu'on ne questionne plus, de l'impensé, et de ce que dit Serge Latouche, de décoloniser l'imaginaire. L'imaginaire, notre imaginaire, a été colonisé par une série d'idées toutes faites qui viennent de nos 3 sources culturelles, à savoir la pensée grecque, la tradition judéo-chrétienne et l'esprit des Lumières. Alors tout n'est pas mauvais là-dedans, forcément. Il faut aller réexplorer et ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a à garder dans cette tradition culturelle, et ce qu'il faut rejeter. C'est ce qu'on appelle le droit d'inventaire qui est demandé par les objecteurs de croissance. Donc tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas gardé non plus. Et ce qu'on peut reprocher à la modernité actuelle, c'est d'aveuglément garder le cap de ce qui a été décidé, on va dire, pensé et conceptualisé au XVIIIe siècle. Par exemple, Adam Smith, la plupart des néolibéraux, justement, ne reprennent chez lui que les pensées qui viennent conforter leur parti pris marchéiste, on pourrait dire, tout au marché. Mais Adam Smith, c'est plus que ça. Dans la théorie des sentiments moraux, il y a des idées qui vont à contresens, finalement, de ce qui développe dans la richesse des nations. Enfin, c'est ce qu'on appelait le problème Adam Smith. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais, justement, penser avec les élèves à comment en est-on arrivé là, et pour pouvoir penser comment a-t-on une chance de s'en sortir éventuellement, et ne pas leur mentir. Comme disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et moi je refuse de masquer la vérité selon les classes sociales ou les tranches d'âge auxquelles je m'adresse. La vérité, elle est ce qu'elle est, je la dis. Et comme elle est reçue par les autres, ça, quelque part, je veux dire, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Mais à partir du moment où vous dites « Oh, il ne faut pas », comme certains marxistes me disent « Mais tu ne peux pas dire ça à des gens de la classe populaire, tu vas les démoraliser, tu vas les choquer, etc. » Peu importe, je leur dis et on verra bien comment ils réagiront. Si je ne leur dis pas, j'ai l'impression de commencer à les manipuler. Et je refuse à manipuler, que ce soit des adolescents de 12 ans qui sont devant moi, ou que ce soit éventuellement des exclus. Non. Le réchauffement climatique, par exemple, c'est une réalité, il est là pour tout le monde et on en parle. Tu as une question? Ouais. Une question ou un commentaire? Je pense qu'on peut nuancer un peu par rapport au gouvernement d'Amérique du Sud. C'est très bien la Pachamama, le Buen Vivir, moi je trouve ça super, j'apprécie beaucoup Paul Ariès par exemple, mais je trouve qu'il exagère un peu dans sa vision de l'Amérique du Sud et des gouvernements progressistes en Amérique du Sud, parce qu'ils sont beaucoup trop marqués par la vision développementiste, et il y a beaucoup trop d'extractivisme. Il y a des centaines, des milliers de conflits miniers au Pérou, l'ami péruvien est parti, mais
Et pareil, ce qui est le plus connu, c'est le projet Yasuni en Équateur. Et donc, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que vraiment la seule manière de faire avancer les choses, c'est quand il y a vraiment une réelle mobilisation populaire derrière. Ce qui a été fait de bien en Équateur, c'est l'audit de la tête, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites, mais par exemple ça. Et ça, c'est une initiative, on dit toujours, de Correa, mais c'est surtout parce que c'était poussé depuis des années par les mouvements populaires. Donc, je voulais dire ça, mais aussi, quand on parle des solutions techniques, il y avait une conférence très intéressante là, organisée par Utopia il y a quelques semaines ici. Donc, pour les capitalistes, la solution, c'est la géo-ingénierie climatique. Je pense que ça, c'est vraiment une piste sur laquelle il ne faut pas aller, qu'il faut refuser. Et il y a aussi, Bernard pourrait en parler un peu, peut-être l'emprise numérique. Ça, c'est quand même un problème assez grave. Et moi, je me suis intéressé à ça d'abord avec les problématiques, avec tous les dégâts écologiques que ça amène, le numérique, tout ça, mais je trouve que c'est surtout... le problème, c'est surtout que c'est antisocial. C'est surtout ça, même si ça pose beaucoup de problèmes écologiques, c'est aussi le problème social, bien sûr. Il y a une question. Je pose alors une question. En fait, j'aurais deux questions qui s'adresseront aux deux intervenants. La première question, en fait, concerne le clivage gauche-droite. C'est un peu un de mes dadas, et le truc, c'est que moi, personnellement, en effet, je suis aussi décroissant, mais j'ai l'impression que, justement, la décroissance tente à nier le clivage gauche-droite. Nous avons en commun l'auteur Jean-Claude Michéa, qui lui-même remet en cause la gauche comme étant le parti du progrès, donc du progressisme, et donc de la croissance. Et j'aurais bien voulu savoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que la décroissance est forcément de gauche? Parce qu'après tout, il y a des gens comme Alain de Benoît, qui est le fondateur de la Nouvelle Droite, qui écrit aussi un livre sur la décroissance. Ou est-ce que vous pensez que la décroissance doit chercher à établir des passerelles entre les deux côtés? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ça concerne ce que j'ai lu dans votre livre. J'ai remarqué qu'il y avait peut-être une certaine contradiction entre vous deux. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression que Jean Corny est plutôt dans une vision altermondialiste du monde. Vous appelez à des solutions planétaires, etc. Vous appelez à une forme d'internationalisme aussi qui pourrait peut-être nier les frontières, je ne sais pas. Et de l'autre côté, j'ai lu aussi chez Bernard Legros qu'il appelait plutôt au contraire à une forme de relocalisation, qui dénonçait justement les solutions comme celle du sociologue Zygmunt Bauman, qui dit qu'il faut véritablement faire une autre forme de mondialisation, qu'il faut donc une forme de protectionnisme. Et je voulais un peu savoir votre avis sur la question. Est-ce que vous êtes en fait d'accord, ou est-ce que vous êtes plutôt anti-mondialiste ou altermondialiste? Bon, je dirais que je suis plutôt anti-mondialiste, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'il y ait un sujet politique qui existe pour arriver à un gouvernement mondial. C'est un fantasme. On parle de gouvernement mondial, mais donc, on a beau l'appeler de nos vœux, je ne vois pas comment il serait possible dans les décennies qui viennent, pour ne pas dire dans les siècles qui viennent, d'avoir un gouvernement mondial. C'est tellement déjà compliqué. Regardez l'Union européenne, on n'y arrive pas à se mettre d'accord à 27. Alors comment imaginer, avec le décalage justement de développement entre guillemets entre les différentes aires du monde, ce n'est pas possible. Donc il faut faire les choses à un échelon beaucoup plus petit. Et je suis pour la relocalisation des activités économiques. C'est évidemment sans perdre de vue évidemment le contexte global. Alors, quelle est la bonne échelle politique? Ça, c'est une question sur laquelle on peut débattre à l'infini. Je n'ai pas de réponse définitive. J'aurais tendance à dire que, comme les communistes disent, la meilleure échelle de combat, c'est l'échelle nationale. Voilà, c'est parce que c'est là, avec un gouvernement sur lequel, théoriquement, les citoyens ont une prise. Oui, l'échelle nationale, mais aussi l'échelle locale, à l'échelle d'une commune, par exemple. Là, on peut aussi appuyer, on peut jouer un rôle démocratique, me semble-t-il, plus important. Bon. Alors, le clivage gauche-droite, mais moi je me sens, on va dire, plutôt décroissant, pas tellement de gauche, mais on va dire décroissant socialiste, je préfère ce terme-là. Et quand je dis socialiste, je fais référence au socialisme utopique, pas au socialisme scientifique de Marx. Le socialisme utopique de Robert Owen en Angleterre et de Pierre Leroux, par exemple, et de Fourier en France, dont on devrait d'urgence réexplorer l'œuvre. Hein. C'est très important aussi pour moi.
et ils sont complètement oubliés. Quand on parle de gauche, c'est sous-entendu directement la gauche marxiste-socialiste. Et on tombe bien souvent dans ce qu'on appelle le marxisme vulgaire. Et si on prend la peine de relire Marx, eh bien finalement, il dit des choses qui sont même fort différentes de ce que les marxistes vulgaires prétendent actuellement. Bon, sans rentrer dans les détails. Alors, oui, de Benoît, effectivement, il dit des choses très intéressantes de Benoît sur le constat, je suis d'accord avec lui aussi. Et puis à un moment donné, arrive le clivage. Comment doit-on s'organiser politiquement? Et alors là, évidemment, le clivage est différent. De Benoît est un contre-révolutionnaire, ne croit pas à l'égalité. Alors là, évidemment, je ne suis plus d'accord avec lui. Il est antidémocratique. Mais, effectivement, sur le constat, c'est un peu la même chose. Alors, il y a tout un ensemble de valeurs qui sont cataloguées comme étant de droite, et qui pour moi devraient être des valeurs de gauche aussi, comme le sens du devoir. Si vous parlez qu'il faut agir par sens du devoir, autant, c'est pas plus que par désir personnel. Alors la gauche dit, oui, c'est le désir. La gauche, comme telle que l'entendait, par exemple, Deleuze, qui disait « seul le désir est révolutionnaire », je ne suis pas d'accord avec lui, évidemment. On peut évidemment agir par désir personnel, mais n'oublions pas qu'il faut aussi faire des choses par sens du devoir, dans l'urgence dans laquelle on est, dans la catastrophe qui est en train de se mettre en place. Nous devons aussi agir par sens du devoir. Alors si vous dites ça à des gens de gauche, ils disent « espèce de réactionnaire, ça c'est des discours de droite ». Ben non, je ne vois pas pourquoi le sens du devoir ne serait pas une valeur de gauche moderne, ou une valeur socialiste décroissante. Moi, je dirais dans tout ce que j'ai dit d'abord pour répondre à votre interrogation, à votre légitime questionnement, tout ce que je dis, je l'ai en quelques minutes caricaturé, évidemment, parce que chaque débat que j'ai mérite évidemment une analyse avec beaucoup plus de caractéristiques, de nuances et de complexité. Quand je dis l'Amérique latine, c'est parce que je vois l'Amérique latine aujourd'hui par rapport à Pinochet, il disait là, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est moins pire que ce qui peut se passer dans certains pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Europe. C'est simplement ça que je voulais souligner. Alors sur la question de la gauche et la droite, moi je suis résolument de gauche dans le sens où socialiste, comme Bernard, dans le sens où, mais c'est un critère parmi beaucoup d'autres possibles, où je pense qu'il faut une construction de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un état naturel de la société, comme le pensent en général, si j'ose dire, les philosophies politiques de droite, aussi respectables et passionnantes soient-elles. Aussi respectables et passionnantes soient-elles. Et j'avais invité il y a un mois l'anthropologue Emmanuel Terret, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Penser à droite », et qui montre bien justement sur les valeurs, la différence entre, je dirais, les valeurs dans l'histoire. Hein, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est sur plusieurs siècles. J'ai été 30 ans dans la politique où ce qui intéressait, c'est ce qui allait se passer l'heure suivante. Est-ce que Renders allait répondre à Milquet, etc. Donc ça, je ne sais plus écouter, tellement ça m'ennuie. Mais bon, c'est la gestion immédiate de la petite Belgique. Et donc, fondamentalement, moi, même si on peut récuser le mot de gauche, parce que Michéa critique la gauche au nom du socialisme et de Pierre Leroux et de Owen, Fourier, Proudhon, etc. Hein, donc c'est dans ce sens-là qu'il fait une critique, je dirais, de la gauche. Il dit d'ailleurs la gauche est soluble dans le capitalisme, pas le socialisme. Hein, ce qui est sa manière de formuler. Et moi je pense qu'une logique de croissance alternative, ou de décroissance et de croissance solidaire au pluriel, c'est quelque chose qui est dans un projet de gauche, parce que c'est aussi le projet construit d'une re-répartition des richesses entre les hommes. À partir du moment où vous êtes dans un projet de re-répartition des richesses, construit via des associations, des coopératives, des mutuelles ou l'État, ou les pouvoirs publics, vous êtes pour moi dans un projet, je dirais, orienté à gauche. Et alors là, moi, je n'ai pas vu de différence avec Bernard, simplement parce que je pense qu'il y a des problèmes qui sont du domaine international, mais en liaison complexe avec le niveau local. Edgar Morin l'exprime très bien dans son magnifique livre qui s'appelle Terre-Patrie, où il dit, il classifie les problèmes, même s'ils ont tous une interaction sur l'immédiateté. Mais donc le lien entre le local et le mondial est absolument fondamental. Absolument fondamental. On n'a pas lutté, je ne sais pas, contre le trou dans la couche d'ozone et les chlorofluorocarbures
uniquement par le fait de taxer ou d'interdire la vente concrète ici dans les Carrefour et les GB en Belgique. On l'a aussi fait parce qu'il y a eu des conventions internationales, et ça a permis en partie de résoudre ce problème-là. Donc je pense qu'il y a une dynamique, je dirais, complexe une articulation entre les différents niveaux de pouvoir. Et je reste avec Bernard assez d'accord sur l'idée que le niveau territorial aujourd'hui, indépassable en tout cas aujourd'hui, est le niveau de l'État-nation créé au XIXe siècle. Ça m'a toujours frappé, il y avait 50 États il y a un siècle sur la planète. Il y en a 200 aujourd'hui. Donc le nombre d'États a été multiplié en 100 ans par 4. Donc on peut aussi réfléchir sur à la fois l'internationalisation des problèmes et en même temps l'éparpillement des États, la démultiplication, je dirais, et peut-être d'ailleurs qu'il y en aura un plus après les élections de 2014 dans notre chef.